On attend encore du coup un petit peu s'il y a des retardataires. Ouais, Ouais. bien, bienvenue à tous. On va attendre quelques minutes effectivement et puis on pourra commencer. Ok, bah, je pense qu'on va démarrer du coup. S'il y a des gens qui nous rejoignent, ils prendront plus ou moins en cours de route, on va dire. Donc on va pouvoir y aller. Donc bah, merci à tous du coup d'assister à notre webinaire donc sur la partie sur l'offre IoT qu'on développe chez Intrinsec. Euh, L'idée du format, en fait, c'est qu'on va faire une présentation. Donc, ce sera plutôt à l'oral, environ 45 minutes, et puis on aura un format un petit peu plus libre à la fin, en mode questions-réponses. Le webinaire sera animé par moi-même. Donc, du coup, Julien Homer. Je suis responsable de l'offre IoT au sein du pôle évaluation chez Intrinsec. Donc, c'est le pôle qui s'occupe de tout ce qui concerne la partie audit et test d'intrusion, le pôle, on va dire, offensif. Et je serai accompagné de Nicolas Viau. Bonjour à tous. Donc, je suis responsable du pôle, comme l'a dit Julien, où on pratique des audits et des tests d'intrusion sur diverses technologies, y compris sur de l'IoT, comme on va vous le présenter aujourd'hui. Intrinsèque, c'est de l'évaluation de sécurité, mais pas uniquement. On fait aussi de la gestion des risques et de la maîtrise des risques à travers des consultants qui vont travailler sur des sujets d'état des lieux de sécurité, sur l'organisation de la sécurité à l'intérieur de notre entreprise, des analyses de risques, etc. On a un pôle de threat intelligence qui fait du renseignement et de la veille sur les menaces à travers de la découverte de leaks sur Internet qui concernent nos clients ou la découverte de Shadow IT ou de ressources publiées sur Internet qui sont non maîtrisées, qui appartiennent à nos clients. On a aussi des équipes qui pilotent des SOC et qui vont assurer la détection de tentatives d'intrusion chez nos clients. On a une équipe, certes, de réaction sur incident qui viennent accompagner nos clients quand malheureusement ils sont victimes de tentatives d'attaque en cours sur leur système d'information. Et on vient les aider pour faire des analyses forensiques, c'est-à-dire analyser l'attaque en cours et les accompagner pour contenir la menace et remettre la situation dans un état le plus normal possible. Voilà. On réalise ces missions principalement dans un mode forfaitaire, mais on a aussi une activité de consultants qui vous accompagnent au temps passé dans un mode régie. Merci Nicolas. Alors, pour entrer un petit peu du coup dans le vif du sujet, pour présenter un petit peu comment la présentation va se dérouler, on va commencer par une petite introduction. L'idée, c'est de remettre un petit peu de contexte dans tout ça et définir un petit peu mieux de quoi on parle quand on parle d'IoT. Remettre un petit peu, donner des billes un petit peu sur
que ça implique et les technologies concernées. Dans un deuxième temps, on fera les retours d'expérience. Donc, on a quelques retours d'expérience assez ciblés sur des prestations qu'on a eu l'occasion de faire, voilà, sur des technologies un petit peu particulières. Et puis, Nicolas présentera ensuite un retour d'expérience un petit peu plus global sur une prestation, on va dire, un petit peu plus de bout en bout. Après, on vous présentera du coup quelles sont les contre-mesures à mettre en œuvre pour améliorer le niveau de sécurité et faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, si je puis dire. Et puis, nous, après, on présentera les différentes offres qu'on peut proposer chez Intrinsèque, en tout cas ce qu'on a mis en place pour accompagner nos clients sur ces sujets-là. Et à la fin, du coup, comme je le disais précédemment, on aura un moment d'échange libre de questions-réponses si jamais il y a des choses, si vous avez des interrogations, des choses qui n'ont pas été claires. Voilà. Donc on va démarrer, c'est parti. Alors, du coup, on va reprendre depuis le début. Quand on parle d'IoT, de quoi on parle? On parle d'interconnexion d'objets physiques. Ça peut être des capteurs, ça peut être des véhicules, des immeubles, des télés, ça peut être n'importe quel objet en fait du quotidien ou pas qui va se retrouver du coup interconnecté via des technologies qu'on connaît ou qui peuvent être nouvelles. Et l'idée c'est que du coup on parle là pour le coup d'internet des objets puisqu'on se retrouve avec des objets qui avant n'avaient pas vocation à être connectés et qui se retrouvent de fait sur internet. Forcément, le fait de connecter ces objets-là, ça crée des nouveaux usages auprès des gens, des entreprises, des administrations, enfin ce que vous voulez. On en a repris quelques-uns. Nous en présentons quelques-uns ici. D'un point de vue personnel, enfin, en tout cas pour les particuliers, ça va se retrouver par exemple sur tout ce qui concerne l'électroménager, l'électroménager domotique. Pour les enfants, on va avoir des jouets connectés qui commencent qu'on voit fleurir de plus en plus. Il y a des serrures, il y a tout un tas de choses que les particuliers peuvent avoir chez eux et qui se mettent qui font que les maisons sont de plus en plus connectées. Dans le domaine de la santé aussi, on a beaucoup de choses qui commencent à émerger aussi. Pour tout ce qui va être suivi médical à distance, ça commence à beaucoup se développer. Et puis aussi, par exemple, pour je sais pas, l'autodiagnostic notamment, on voit avec les montres connectées avec les fréquences cardiaques, toutes ces choses-là, il y a vraiment beaucoup de choses qui commencent à émerger. Ça se retrouve aussi, par exemple, sur le côté Smart City, donc tout ce qui va être interconnexion entre guillemets de la ville et de ses équipements. On le voit, donc ça passe par la gestion des parkings, la gestion des parcs et jardins, des arrêts de bus. Il y a eu notamment l'année dernière, c'est vrai que dans le sud de la France, je crois qu'il y avait eu justement quelques incidents de sécurité sur des choses liées à des arrêts de bus. Donc voilà, ça crée des nouveaux usages et de fait, d'un point de vue attaquant, on va avoir une surface d'attaque qui va être pas forcément différente, mais qui va être du coup un petit peu modifiée. Donc là, la surface d'attaque qu'on vous présente, elle est vraiment très généraliste. On ne rentre pas dans le détail de chaque point, mais c'est pour donner une idée un petit peu de comment est-ce que nous, on va aborder les choses et comment est-ce qu'on a une vision un petit peu globale. D'un côté, en haut à droite, vous allez avoir purement les objets, c'est-à-dire que les objets les feux rouges, les aspirateurs, ce que vous voulez. Ces objets, ils vont, dans un cas classique, on va dire, communiquer avec une application mobile, soit pour les piloter, pour faire des mises à jour ou ce que vous voulez. Et puis, derrière, l'application mobile, elle va être reliée à des serveurs cloud, pareil pour communiquer avec tous les serveurs qui sont en back-end, tout ce qui va gérer l'authentification et ainsi de suite. Ça va, côté IoT en fait, et côté sécurité, ça va générer encore une fois des nouveaux usages côté sécurité. Déjà, en termes de vecteurs d'attaque, on va avoir une augmentation des attaques liées au hardware et aux communications sans fil. Dans la mesure où les utilisateurs ils vont avoir beaucoup plus à disposition les objets en main et comme c'est des objets, si vous voulez, du monde physique et qu'on est physiquement sur les objets,
les attaquants, en tout cas, vont avoir beaucoup plus la possibilité d'aller mettre les mains dedans et d'aller chercher directement sur les objets, sur les composants, des vulnérabilités. Et comme dans beaucoup de cas, ces objets communiquent sans fil, eh ben, on va avoir des problématiques effectivement de sécurisation des communications, d'interception de tous ces protocoles sans fil qu'on voit être utilisés dans ces cas-là. Ça va générer aussi des nouvelles contraintes, puisque c'est des objets qui sont généralement, ou pas, mais c'est vrai que dans pas mal de cas, c'est des petits objets, c'est des choses qui sont... c'est pas des choses c'est pas des objets qui ont des grosses puissances de calcul et qui ont des consommations énergétiques qui doivent rester faibles, qui fonctionnent souvent sur batterie. Et donc, ça va poser des problèmes dans la mesure où, côté sécurité, on ne va pas forcément avoir autant de liberté qu'on le voudrait sur des architectures, entre guillemets, qui sont un peu plus standards. Pour vous donner une idée, typiquement, si on prend un exemple d'un compteur à eau qui doit pouvoir avoir une durée de vie sur batterie de 15 ans, on ne va pas pouvoir lui faire des opérations de cryptographie et de chiffrement aussi poussées que si on avait une puissance de calcul et une consommation énergétique illimitée, si vous voulez. Donc ça va poser problème côté sécurité. C'est des choses qui sont à prendre en compte. Et puis il y a le coût des composants aussi, qui fait que si on veut vraiment sécuriser les choses côté matériel, ça va nécessiter des composants qui ont un coût et qui peuvent du coup poser problème dès la phase de conception, parce qu'en termes de conception, on n'a pas forcément les moyens de mettre toute l'artillerie, entre guillemets, sur des composants aussi chers. En termes de technologie également, en fait, l'idée c'est qu'on va se retrouver sur des environnements qui sont très hétérogènes, parce que on va avoir des architectures embarquées qui vont être assez différentes selon les constructeurs. On va avoir beaucoup de protocoles différents, certains qui sont pas forcément nouveaux, comme le Bluetooth. Le Bluetooth, c'est des protocoles qu'on connaît déjà depuis un moment, qui n'étaient pas forcément faits pour ça à la base, mais qui, de fait, avec l'évolution des technologies, vont dans ce sens et sont dédiés à ces usages. Idem pour la 5G, qui a vocation à vraiment aller dans le sens de toutes ces communications IoT et oui, aller dans ce sens. Et puis, on retrouve aussi des technologies, effectivement, comme les SMS, c'est des choses qu'on connaît déjà, pour la transmission, l'envoi de messages et ainsi de suite. Voilà, donc au global, des technologies qui sont assez hétérogènes et qui peuvent du coup générer de fait beaucoup plus de vulnérabilité, en tout cas qui demandent assez d'attention et pas mal, en tout cas qui offrent un spectre de technologies assez large. Donc voilà pour le petit rappel. On va pouvoir commencer à vous présenter du coup quelques retours d'expérience un petit peu concrets. Le premier, il va être orienté vraiment sur les attaques matérielles, justement. On a eu l'occasion chez Intrinsèque de faire une analyse d'un robot, pour particulier, un robot, si vous voulez, électroménager. En partant du principe que c'est un robot cuiseur, un robot de cuisson dans ce goût-là. Ce robot-là, il a une connexion Wi-Fi. Donc, on peut le piloter via mobile et lancer la cuisson, et ainsi de suite. Et puis, du coup, lui, le robot, il est appairé à la box Internet du particulier et derrière, il peut aller sur Internet tout seul pour faire ses mises à jour et récupérer des informations. Et voilà, il est relativement autonome. Donc, sur la partie matérielle spécifiquement, quand on a commencé un petit peu à démonter ce produit, on s'est intéressé dans un premier temps, c'est une cible privilégiée pour un attaquant, c'est ce qu'on appelle les interfaces de debug. C'est-à-dire que c'est des interfaces qui sont mises en place sur les circuits imprimés en fait, dès la phase de conception par le constructeur. Ça permet aux équipes de se connecter en fait, assez facilement sur l'équipement au moment où ils le construisent. Et puis de faire des tests, comme son nom l'indique, de debug. Et le problème, c'est que du coup, ces interfaces-là ne sont pas forcément, voire pas souvent, soit désactivées, soit complètement retirées au moment de la mise en place, enfin en tout cas de la mise en production du produit et de la mise sur le marché. Donc c'est un quick win, c'est quelque chose que les attaquants vont chercher à aller regarder en cas d'analyse matérielle.
Nous, on en a identifié une interface, donc c'est une interface de type UART, c'est une interface assez standard, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais on s'est rendu compte, si vous voulez, que cette interface a été protégée par un mot de passe. Donc, on était un petit peu bloqué, on s'est dit, on va aller regarder ailleurs. La deuxième chose qu'on est allé regarder, c'est les composants mémoire, voir si, du coup, est-ce qu'on peut aller lire les composants et voir qu'est-ce qu'on peut en sortir. Donc, alors, la photo d'illustration à droite est issue, c'est pas issu spécifiquement de ce retour d'expérience, c'est une carte de test qu'on a chez Intrinsèque. Mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'on va prendre la carte électronique et puis on va aller se plugger directement sur la puce mémoire, soit avec une petite pince comme ça, soit en dessoudant et en se connectant directement à un ordinateur. Enfin, il y a différentes méthodes. Et là, ce qu'on a pu trouver, c'est que on a réussi en fait à sortir toutes les données qui étaient incluses dans les mémoires flash. Et en fait, les données n'étaient pas protégées, elles n'étaient pas chiffrées, il n'y avait rien de particulier qui était mis en œuvre pour protéger les données. Et donc, on a réussi à en sortir des données techniques de type mot de passe, et notamment le mot de passe de l'interface de debug qu'on avait identifié précédemment. Et donc, ça nous a permis de fait d'accéder à simplement à récupérer un accès administrateur en fait sur le robot, et d'avoir une totale liberté sur l'équipement. Alors, en termes d'impact, il y a plusieurs impacts ici. L'idée, le premier, je viens de le dire, c'est que déjà, on se retrouve à prendre le contrôle total de l'équipement, ce qui n'est pas prévu par le constructeur à la base. On récupère des données techniques qui n'ont pas vocation à être sorties de l'appareil. Et puis, donc, mot de passe Wi-Fi, mot de passe administrateur. Et là, on a pu aussi également récupérer des adresses email des collaborateurs, donc côté constructeur. Donc là, derrière, on peut imaginer que ça va être récupéré par des attaquants, peut-être pour lancer des campagnes de phishing ou ce genre de choses. Je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de quelque chose. C'est qu'en fait, le robot, il permet en fait à l'utilisateur d'acheter via l'application mobile des items en premium, si vous voulez, de type de recettes et ainsi de suite via le mobile, et qui derrière vont être téléchargés sur l'équipement. Et donc là, de fait, comme on a pu récupérer un accès administrateur sur l'équipement, il y a un total contournement du système de paiement, et derrière, ça va engendrer des pertes financières pour le constructeur, en tout cas, qui met à disposition le produit. Et il y a une dernière chose aussi, un dernier impact qui peut être relativement important pour les constructeurs, c'est qu'à partir du moment où on récupère un accès administrateur sur l'équipement, on peut se promener sur le système de fichiers sous-jacent et aller récupérer. Alors, ce n'était pas forcément le cas ici, parce qu'il n'y avait pas forcément d'algorithmes propriétaires ou de choses qui avaient demandé beaucoup de R&D, mais il peut y avoir de la récupération de secrets industriels, comme je disais, d'algorithmes, de choses qui sont vraiment propriétaires, sur lesquelles les constructeurs ont travaillé pendant longtemps et qui sont un petit peu, qui souhaitent protéger un maximum, qui n'ont pas vocation du tout à se retrouver dans la nature et peut-être chez des concurrents. Et donc, c'est une possibilité aussi pour un attaquant d'aller récupérer des choses comme ça. Voilà. Donc là, encore une fois, c'était ciblé sur le matériel. Le deuxième retour d'expérience qu'on voulait faire, donc ça concerne en fait un distributeur de produits. On va dire que c'est un produit quelconque. Disons que partons du principe que c'est un distributeur installé dans un magasin. Vous avez un opérateur, donc quelqu'un qui travaille dans le magasin, qui est équipé d'un iPad et qui, avec son iPad ou sa tablette ou ce que vous voulez, va se connecter sur le robot. Le client arrive, il passe sa commande sur l'iPad, l'opérateur déclenche la commande et, si vous voulez, c'est à la demande. Ça va générer les bonnes doses, le bon produit dans la bonne quantité et ainsi de suite. Donc ça, si vous voulez, la communication entre l'iPad et le distributeur, le robot, en théorie, il n'y a que l'opérateur du magasin qui est censé pouvoir y avoir accès, en tout cas contrôler et envoyer des commandes. Donc nous, on s'est intéressé un petit peu spécifiquement, on s'est concentré, là on se concentre sur la partie Bluetooth. Il y a quelque chose qui est assez simple sur le Bluetooth et qui peut être fait par tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'avec un simple téléphone mobile et une application qui est
disponible au public. Là, par exemple, c'est dans le screenshot qu'on voit à droite, c'est l'application NRF Connect qui est utilisée, elle est sur Play Store, tout le monde peut la télécharger. Vous allez pouvoir scanner, analyser les devices qui sont autour de vous et qui diffusent, qui sont prêts à être appairés et ainsi de suite. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un petit peu ce que le robot en question exposait et on s'est rendu compte que il y avait alors, en fait, c'est les services qu'il expose. En fait, les services correspondaient à toutes les actions qu'il était possible de réaliser sur le robot. Et donc, avec un simple téléphone mobile, vous allez être en mesure d'aller dans le magasin et d'envoyer du coup des commandes sur le robot et de lui faire des actions individuellement qui ne sont pas du tout prévues dans le processus de production et de fabrication du produit qu'il est censé délivrer. Alors, je module quand même un petit peu parce que les commandes en question, on les a récupérées parce qu'on avait aussi accès au logiciel qui tournait sur le robot et donc on a pu aller relativement vite dans cette phase d'analyse et assez rapidement on a su quelle bonne commande envoyer et voilà. Mais sur des objets qui sont beaucoup plus simples, ça peut aller très vite. J'ai vu le cas sur une ampoule, vraiment une ampoule Bluetooth, tout ce qui est plus standard. Elle exposait un service, elle attendait juste un code couleur RGB avec un téléphone. Honnêtement, en une minute, c'était plié. Ça, c'est un vrai problème parce que le problème ici, c'est que le Bluetooth, la configuration du Bluetooth, elle ne met pas en œuvre d'authentification en fait. L'idée, c'est-à-dire que n'importe qui arrive peut se mettre à communiquer avec l'appareil en face dans la mesure où aucune vérification d'identité est faite. C'est le mode Bluetooth qu'on appelle le JustWorks et c'est ce qu'on retrouve en fait majoritairement dans tous les appareils Bluetooth qu'on a l'occasion d'auditer chez Intrinsec. Vraiment, généralement, on arrive devant le produit, JustWorks, on se plug et ça marche. Donc ça peut poser des problèmes. En tout cas, ça peut avoir un vrai impact sur des équipements qui sont censés délivrer des services qui peuvent être critiques. Surtout si là on parlait de toutes les applications liées à la santé, etc. Ça peut avoir un vrai impact pour les clients, les utilisateurs. De fait, en termes d'impact, comme je le disais, on va être en mesure, juste avec un simple téléphone ou un ordinateur, ou ce que vous voulez, d'envoyer des commandes arbitraires au robot. On va pouvoir du coup avoir un impact sur la disponibilité du service, parce que si moi je me mets à aller, si vraiment j'ai envie d'aller embêter le magasin et que je me mets à spammer de commandes Bluetooth, le robot, il va y avoir une grosse indisponibilité. Et puis, il peut y avoir du coup une atteinte à l'image de marque, parce que là, on parle d'un robot dans un magasin, mais on peut avoir du coup, on a déjà vu des systèmes qui sont en Bluetooth, là pour le coup vraiment exposés au public. Quelqu'un qui prendrait le contrôle de ça pourrait faire des dégâts en termes d'image de marque. Le petit retour d'expérience suivant qu'on voulait vous présenter, ça concerne des serrures connectées. Et là, on va s'intéresser du coup un petit peu plus à la brique mobile. On s'est intéressé du coup à un système de serrure connectée. La serrure, elle fonctionne. Il y a une application mobile, c'est-à-dire que les utilisateurs ont une application mobile, ils se connectent sur leur compte. Et derrière, soit quand ils arrivent devant la serrure, ils peuvent déverrouiller en local, ou alors à distance, via le cloud, il y a possibilité du coup en fait, à distance, de déverrouiller à distance, puisque la serrure elle-même a un lien vers le cloud. Là, c'est assez intéressant sur ce cas d'usage-là, parce que en s'intéressant juste à la brique mobile, on s'est rendu compte que quand un utilisateur se connecte sur son compte, l'authentification elle est gérée via ce qu'on appelle un token JWT. C'est-à-dire que donc là, on en a régénéré un du même type à droite, vous avez l'exemple. C'est-à-dire que vous avez, en fait, une fois que vous êtes authentifié, on vous donne un token qui va permettre de dire au serveur, oui, c'est bien moi. Et en fait, on se rend compte que dans l'identité, en fait, il y a juste l'adresse mail qui est demandée. Par contre, c'est une bonne chose, le token, il est signé. Ça veut dire qu'en théorie, un utilisateur, il ne va pas être capable de générer n'importe quel token en mettant une adresse mail invalide et de se faire passer pour quelqu'un d'autre, parce qu'il y a un mécanisme de signature avec une clé secrète.
Donc ça, en théorie, c'est une bonne chose, sauf que ce dont pardon, on s'est rendu compte, c'est que la clé, la clé qui permettait de signer les tokens était très faible. Nous, on a lancé une attaque de type brute force en fait sur un des tokens, et on a été en mesure de récupérer la clé. Et du coup, qu'est-ce que ça implique? Dans un premier temps, ça implique qu'on est capable de se forger nos propres tokens. Jusque-là, pas trop d'impact, on va dire, puisque on se fait un token pour notre compte, on est déjà légitime sur notre propre compte, c'est pas très très grave. Le problème, c'est qu'on l'a vu précédemment, dans le token, on a juste l'adresse mail en fait de l'utilisateur. Il y a juste besoin de forger un token avec l'adresse mail. Et on s'est rendu compte que dans l'application mobile, dans un petit message d'erreur qu'on avait découvert, il y avait l'adresse mail d'un des administrateurs qui était diffusée à un moment. Et donc, le problème, c'est que du coup, à partir de ce moment-là, on est capable de se forger un token avec des privilèges administrateurs. Une fois qu'on a ces privilèges-là, du coup, on se connecte sur le back-end avec notre token administrateur. On est en mesure de déverrouiller absolument toutes les serrures qui sont enregistrées côté constructeur. Et comme c'est la fête, entre guillemets, on récupère toutes les données personnelles de tous les clients. Et donc là, c'est un cas en fait assez intéressant parce qu'on ne s'est même pas intéressé à l'objet en lui-même. On s'est simplement intéressé à l'application mobile et même pas à l'application mobile en elle-même. On n'est pas on n'est pas allé très loin. On a juste regardé comment fonctionnait le mécanisme d'authentification. Et on regarde on constate que juste ce mécanisme-là, de par sa faiblesse, il compromet en fait l'ensemble de tout le système et de tous les objets en fait qui sont mis en place chez tous les clients. Donc c'est un vrai problème et ça illustre le fait que de la nécessité en fait d'aller faire des tests et de prendre en compte la sécurité sur l'ensemble de la chaîne de valeur et pas juste sur l'objet ou juste sur le cloud voilà. Alors du coup, je vais laisser la parole à Nicolas, du coup, qui lui va vous faire un petit retour d'expérience un petit peu plus complet. Et je te passe la main, Nicolas. Merci Julien. Alors je vais vous présenter une dernière étude de cas sur un système de climatisation connecté, donc un système de gestion technique de bâtiments ou de smart building, comme on dit. Alors pour vous présenter de manière au niveau l'architecture de cette solution, donc c'est une solution qui permet de superviser la climatisation d'un bâtiment. Donc, on a des panneaux de contrôle qui permettent de piloter la température dans les salles de réunion, dans les bureaux. On a des capteurs de température qui sont disséminés un peu partout dans le bâtiment. Et ces composants vont dialoguer via un protocole réseau sans fil vers un composant qu'on appelle une gateway ou une passerelle en français, qui va collecter les informations de ces différents composants et les remonter vers des serveurs qui se situent dans un cloud. Et tout ça est consultable de façon centralisée sur un poste de supervision qui va permettre de faire de la refacturation par service ou par étage, comme on veut, et de faire un pilotage des coûts et des différents équipements. Et nous, on nous a demandé du coup de faire un test d'intrusion un peu global sur cette solution. Donc on va commencer par s'intéresser en fait aux composants sur le terrain, qui sont les panneaux de contrôle et les capteurs de température. Donc c'est des composants qui sont naturellement assez exposés à des attaques, parce que c'est des composants qu'on va trouver accessibles un peu partout, soit dans des salles libre-service, soit dans des couloirs. Donc on peut imaginer des attaques ou des vols de ces équipements. Donc on a commencé par attaquer la partie matérielle de ces composants de la même façon que Julien a pu vous le présenter dans les cas précédents. Et ce qu'on a pu trouver du coup dans ces composants, la vulnérabilité la plus critique qu'on a trouvée, c'est dans les capteurs de température, la mémoire interne qui est non protégée.
Du coup, on pouvait lire les informations qui étaient dessus. Donc, on avait des informations d'appairage qui permettaient de récupérer voilà, les identifiants aléatoires qui étaient générés pour s'appairer vers la gateway. Et on avait aussi des informations de firmware du capteur de température. Voilà. Rien de très, très critique, on va dire, mais des informations qui étaient néanmoins intéressantes. On s'est aussi intéressé au protocole de communication sans fil entre ces composants sur le terrain et la gateway. Et là, du coup, on en a fait une analyse du protocole wireless. Donc, le protocole qui était utilisé dans ce cas précis, c'était un protocole qui s'appelle Wireless MBus. Donc, MBus est un protocole de metering qui est très utilisé pour voilà, tout ce qui est compteur. Et Wireless MBus, c'est une évolution ou une déclinaison sans fil de ce protocole, qui à la base est un protocole filaire. C'est un protocole qui est surtout utilisé en Europe parce que voilà, le consortium d'origine est issu de constructeurs européens. Et c'est un protocole qui, sur la couche physique, va sur des fréquences de 868 à 169 MHz. Donc, c'est des fréquences qui sont librement utilisables à l'intérieur d'un bâtiment. Et c'est des fréquences qui sont couramment utilisées pour ce genre d'application ou pour des bips de parking, par exemple. Donc, c'est des choses qui portent assez loin, qui ont des bandes passantes assez faibles, donc peu d'informations qui peut être transitées, mais qui portent assez loin, même avec des puissances d'émission assez faibles. Par contre, la sécurité, c'est optionnel. Hein, le chiffrement est optionnel. Souvent, il est implémenté sur des déclinaisons propriétaires et il n'était pas implémenté dans ce cas précis. Donc, l'impact là-dessus, c'est qu'on pouvait capter ces informations à distance et en faisant un peu de rétro-ingénierie sur le protocole qui n'est pas très, très compliqué, on peut retrouver les informations qui sont échangées. Donc, on a une perte de confidentialité sur les informations qui sont échangées. Ce qui n'est pas très critique parce que les informations qui sont échangées, c'est des informations de capteurs de température principalement. Et on a des problématiques d'intégrité des données qui sont échangées, c'est-à-dire qu'on peut falsifier les informations qui sont remontées en émettant des fausses températures remontées par les capteurs. Voilà. Donc il y a un impact qui est présent, mais qui n'est pas, on va dire, systémique. Ensuite, on est remonté un peu plus dans la chaîne et on s'est intéressé au composant gateway en lui-même, qui fait du coup la concentration des informations et le relais vers les serveurs centraux. Alors, si on zoome un peu sur cette gateway, et je pense que c'est important de s'y attarder, on va retrouver de façon très schématique des modules qui sont nécessaires à son fonctionnement. Donc, on va avoir un module sans fil qui va permettre de faire l'interconnexion avec les composants sur le terrain. Un module réseau filaire qui permet d'avoir une connectivité Internet classique pour pouvoir remonter les informations vers le cloud, vers le serveur central. Une mémoire flash qui permet de stocker les informations de metering, mais aussi voilà, les mises à jour de firmware et les commandes et les informations à relayer s'il y a une rupture temporaire de connectivité entre les différents composants, et un processeur évidemment qui va piloter tout ça. Donc on a fait l'analyse de ce composant, matériel et logiciel. Les failles de sécurité principales, donc c'est tout d'abord la mémoire interne non chiffrée. Ça paraît bête, mais c'est vraiment quelque chose qui revient de façon très régulière dans nos analyses de composants IoT. Parce que peu de gens finalement ont la conscience du fait que ces composants sont exposés sur le terrain. Et comme le disait Julien d'introduction, voilà, la surface d'attaque a changé et il faut aussi inclure les attaques matérielles, bien souvent les attaques physiques dans notre scope d'attaque à prendre en compte. Donc en inspectant la mémoire interne, on a pu récupérer les secrets, des mots de passe, des certificats et le firmware. Donc le logiciel embarqué qui permet en fait, c'est pas forcément très impactant pour le client final. Par contre, pour le fabricant, c'est un peu gênant de voir ses secrets industriels qui fuitent. Ça peut l'être en tout cas.
et ça peut faciliter le travail d'un attaquant en faisant une rétro-ingénierie pour trouver des failles de sécurité logicielles exploitables à distance sur le composant éventuellement. Voilà. On a aussi inspecté le PCB et les interactions qui étaient possibles avec le processeur. Et on a trouvé une interface de debug matériel qui était intrinsèque au processeur, qui est quelque chose qui est naturellement présent sur les processeurs IoT, donc qui était dans ce cas-là, qui utilisait le protocole SWD. Bon, sans rentrer dans le détail de la technique, ça permet de provisionner le firmware sur le composant, d'inspecter l'état de la RAM, de lancer un debugger pour comprendre les bugs éventuels qui sont sur le composant. C'est quelque chose qui est très utile et nécessaire pour les développeurs, mais qui n'est pas nécessaire, en tout cas qui doit être protégé sur le terrain, parce que sinon, un attaquant qui accède à ce port et qui reste soudé au bon endroit sur la carte électronique pourrait récupérer cet accès et du coup prendrait le contrôle de l'équipement. Voilà. Du coup, on a attaqué aussi la partie serveur central, serveur de collecte et d'analyse, qui se trouvait sur un cloud public. Donc, si on zoome un peu sur cette partie cloud à l'intérieur de ce cloud, on a fait des attaques du coup, sur cette partie cloud. Donc, cette partie cloud, elle présente des API à l'extérieur, des API qui permettent de remonter des données de télémétrie, mais aussi d'aller récupérer des informations de consolidation pour de la refacturation notamment. Et là-dessus, on a joué les tests d'intrusion classiques qu'on peut jouer sur ce genre de composants en utilisant le référentiel OWASP. Donc, on a tenté des injections de données, de contourner le schéma d'autorisation, de contourner l'authentification, etc. etc. Mais l'application était bien développée à ce niveau-là et on n'a pas trouvé de vulnérabilité majeure sur ce composant. Donc, un bon point pour le développeur de cette partie-là. Voilà, si on zoome un peu plus sur la partie technique de ce cloud, donc on a en fait si on part des stations de supervision qui sont à gauche, ces stations de supervision vont se connecter au web service pour aller récupérer les données consolidées qui sont issues des différents capteurs. Et en fait, on s'est rendu compte que donc, ce web service a été développé par une entreprise, un sous-traitant qui est spécialisé sur ces questions et qui a développé ce logiciel de collecte et de consolidation. Et entre les gateways qui remontaient les informations des capteurs et ces web services, on a un serveur MQTT qui a été mis en place par le constructeur des gateways, qui était une autre entreprise. Donc, ce service MQTT, c'est un protocole d'échange de messages qui est très utilisé dans le monde de l'IoT pour faire de la télémétrie et de l'échange de données pour des composants IoT. Donc, c'est quelque chose de relativement classique. Donc, ce qui se passe, c'est que les gateways captent les informations des différents capteurs sur le terrain et les remontent au serveur MQTT en publiant des messages sur ce serveur. Et ensuite, les web services, le cloud, le web va chercher sur ce serveur MQTT les différents messages qui sont publiés par les composants et en fait la consolidation pour les stations de supervision. Lorsqu'on a fait l'attaque sur l'une des gateways, ce qu'on a observé, on a réussi à attaquer une gateway et on a pu récupérer l'ensemble du contenu de la mémoire et notamment les secrets d'authentification qui se trouvaient sur la gateway. Ce qui est logique lorsqu'on prend le contrôle du composant. Et donc, on a retrouvé un secret d'authentification qui sert à cette gateway pour s'authentifier sur le service MQTT qui se trouve aussi sur un cloud. Le problème, c'est qu'on a analysé une deuxième gateway. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que toutes les gateways utilisaient le même secret d'authentification pour se connecter sur le serveur MQTT. Donc là, il y a clairement un problème de gestion d'identité des objets, en fait. C'est-à-dire que tous les objets ont la même identité auprès du serveur MQTT. Donc en fait, c'est impossible de mettre en place une segmentation et une ségrégation de droits là-dessus. Et l'impact, du coup, c'est si on prend le contrôle d'une seule gateway en utilisant une vulnérabilité,
et qu'on utilise pour s'authentifier auprès du serveur MQTT, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Juste si on passe au slide suivant. Bon. Donc on utilise ce secret pour se connecter au serveur. Eh bien, on va pouvoir retrouver toutes les informations qui sont publiées sur ce serveur. Et ce qu'on a découvert, c'est que ce serveur, en fait, ce serveur a été utilisé de façon héberger plusieurs tenants, enfin, héberger les données de plusieurs clients. Et donc, toutes les gateways qui étaient présents sur tous les bâtiments remontaient sur la même instance du serveur. Et du coup, on avait accès aux données toutes les données qui étaient stockées sur ce service. Donc là, on a vraiment un problème de gestion d'identité qui était important à ce niveau-là. Donc on a vu du coup à travers cet exemple et à travers ce qu'a pu présenter Julien également, pas mal de scénarios d'attaque et les impacts qui y sont associés. Je voudrais faire un petit bilan rapide de ces attaques et de ces impacts avant de passer aux recommandations. Si on prend le dernier scénario, on a différents acteurs qui vont développer chacun des composants. Donc on a un acteur qui va développer la partie gateway et qui va mettre en place le service MQTT, un acteur qui fait toute la partie climatisation et capteur, un acteur qui fait la partie consolidation web service et interface de consolidation et de refacturation pour les clients. Eh bien, il a suffi qu'un seul composant, mais central, soit impacté par une mauvaise gestion d'identité, et du coup, l'intégralité du système est complètement compromise. Donc là encore, on retrouve quelque chose qu'on connaît bien sûr dans le monde IT, mais qui est aussi vrai dans le monde IoT, c'est que si on a un composant partagé, un service partagé qui est central dans la sécurité, eh ben, ça met à mal la sécurité de l'ensemble du système. Ce que je voudrais noter également aussi, c'est la complexité des solutions à mettre en œuvre, enfin des solutions qui sont mises en œuvre. On a des gens qui font de la climatisation, on a des gens qui font des capteurs de température, on a des gens qui font des gateways et des services MQTT, donc très orientés embarqués, et on a des gens qui font du cloud et des services de consolidation, de refacturation, donc beaucoup plus IT traditionnel. Chacun a ses compétences, chacun a ses spécificités, mais aller dans cet écosystème, ce n'est pas une tâche aisée parce qu'il y a des multiples acteurs, chacun a un niveau de maturité différent en sécurité. Et donc, aussi bien techniquement qu'organisationnellement, ça va être une gageure d'assurer la sécurité de bout en bout sur ce genre d'écosystème. Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a des mesures techniques à mettre en œuvre, je crois. Les mesures techniques qu'on voit prioritairement, même s'il y en a beaucoup, donc c'est s'assurer que les systèmes ont des systèmes de mise à jour possibles pour qu'on évite de se retrouver avec des failles de sécurité qui soient complètement non patchables. Donc il est à mon avis important d'avoir un système de mise à jour avec des mises à jour signées numériquement qui soient possibles si possible à distance pour qu'on puisse s'assurer de la maintien en conditions sécurisées des différents équipements. Et si possible avec une protection contre le retour arrière sur les versions pour éviter qu'un attaquant pousse une mise à jour ancienne, une version ancienne qui était vulnérable et qui pourrait poser problème par la suite. Un deuxième sujet, on l'a vu un petit peu sur certains retours d'expérience sur le protocole sans fil ou dans la partie Bluetooth sur le distributeur sur le terrain. La protection des communications, le chiffrement et l'authentification mutuelle des communications sont des choses très importantes. Le contrôle d'accès, également très important. On l'a vu sur ce dernier exemple, avec une gestion d'identité des objets qui était complètement défaillante et qui, du coup, l'impact, c'était que si un composant était compromis, l'ensemble de la chaîne était compromis, l'ensemble de l'architecture était compromis. Donc là, il y a la protection des interfaces de télémétrie et de maintenance qui nous ont permis souvent de prendre le contrôle des objets, mais aussi la diversification de secrets qui n'est pas forcément évident sur des composants, parce que ça veut dire qu'il faut introduire dans la phase de personnalisation du composant une diversification des secrets et une phase de provisioning.
voilà, ce qui peut être un peu compliqué sur certains objets, mais qui me semble important aussi en termes de sécurité. Ensuite, c'est la partie stockage sécurisé d'informations sur le terrain. Donc, dans les composants sur le terrain. Donc, si vous avez des composants qui sont exposés à des attaques physiques, bien penser à mettre en place du chiffrement, des mémoires locales pour éviter la fuite d'informations. Voilà, donc je rappellerai juste quelques mesures sur la partie matérielle. Je me répète un petit peu sur cette partie-là, mais je pense que c'est nécessaire parce que c'est particulièrement important, d'une part, et d'autre part parce que c'est particulièrement compliqué à changer une fois que les composants sont sur le terrain. Donc si vous êtes après la phase de design ou d'industrialisation, c'est souvent trop tard pour changer le matériel du composant, enfin, ou mettre en place des contre-mesures. Donc il faut penser ces contre-mesures bien en amont du cycle de vie du produit. Donc il y a l'authentification et la fermeture des interfaces matérielles de debug et d'administration du composant. Donc soit vous les fermez complètement, ça veut dire que vous restreignez de façon totale ces interfaces matérielles, soit vous mettez en place une authentification qui permette de contrôler qui a accès à ce type d'interface. Une solution également, c'est la mise en place de détecteurs d'ouverture. Donc vous pouvez, si vous stockez ça dans une armoire, vérifier l'ouverture de l'armoire. Vous pouvez aussi détecter l'ouverture du boîtier du composant. Donc soit par des boutons poussoirs qui se lèvent une fois que quand vous ouvrez le boîtier, soit sur des détecteurs de lumière dans le composant qui vont détecter que le composant est ouvert. Voilà, c'est des choses qui se font et qui permettent de au moins être alerté, voire de mettre en place des contre-mesures immédiates en effaçant la mémoire du composant si ce genre d'événement est détecté. Et je le répète encore une fois, mais la diversification de secrets, la gestion d'identité des objets est vraiment quelque chose d'important. Donc, on a fait le point sur les mesures techniques, mais il y a aussi des mesures organisationnelles, parce que mettre en place des mesures techniques, c'est bien, mais si on n'a même pas idée que des composants qui sont mis en œuvre et des sous-traitants qui sont inclus dans la chaîne, ça peut être très compliqué à mettre en place. On a vu que, par exemple, sur ce dernier exemple, on avait divers acteurs qui chacun prenaient en charge une partie du développement de la solution. Si on n'a pas conscience de tous ces composants et de tous ces sous-traitants, ça va être compliqué d'assurer la sécurité de la solution. Donc, je pense que la première étape, comme sur la partie IT, c'est faire une phase d'inventaire et d'identification des responsabilités pour bien comprendre qui fait quoi dans cet écosystème. Et ensuite, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans la partie sécurité IT, mais faire une analyse de risque sur les composants, les solutions les plus critiques, et faire des audits de sécurité, de l'amélioration continue, évidemment. Voilà, donc on a présenté plein de choses. On peut vous accompagner sur cette partie-là. On le fait pour certains de nos clients. Pour vous présenter rapidement ce que nous, on fait pour accompagner nos clients là-dessus. Alors, dans la mesure du possible, et on préfère arriver le plus en amont possible dans la phase, dans le cycle de vie du produit, parce que plus on arrive tard, plus c'est compliqué, voire cher, voire impossible de mettre en place des contre-mesures, des mesures de sécurité. Donc, il y a des analyses de risque qui sont possibles pour déterminer quels sont les scénarios redoutés, quels sont les biens sensibles qui sont manipulés, et déjà imaginer des contre-mesures adaptées à ces différents risques. On peut faire des revues de design, c'est-à-dire des revues papier, des interviews, où vous nous soumettez ce que vous avez projeté de faire. Et nous, on peut avec un regard critique, un regard d'expert sécurité, challenger ce design au vu des attaques qu'on connaît et des contre-mesures que vous avez souhaité mettre en place. Ensuite, on peut faire des revues d'architecture une fois que vous avez avancé, que dans la phase de conception du produit, que vous arrivez sur des phases où vous avez soit des maquettes, soit des premiers pilotes de la solution. Et ensuite, une fois que la conception avance, on peut faire des audits de code, des tests d'intrusion sur ces différents composants pour vérifier que le niveau de sécurité est le bon. Et on peut également vous accompagner sur la supervision de sécurité de ces solutions, de ces infrastructures. Voilà, donc à qui s'adressent ces services? Donc, si vous êtes éditeur de solutions ou constructeur d'objets connectés,
Évidemment, j'espère que vous avez trouvé ce contenu intéressant et que si vous le souhaitez, on peut vous accompagner sur cette partie-là. Mais si vous êtes également utilisateur d'objets connectés dans votre entreprise ou que vous souhaitez mettre en place ces solutions dans votre activité et que vous avez des doutes ou vous souhaitez vous assurer du niveau de sécurité de ces solutions parce qu'elles revêtent un caractère particulièrement critique, on est également capable de vous accompagner sur ces sujets. Voilà, donc on a fini pour la partie un petit peu magistrale, présentation magistrale de cette présentation. Ce que je vous propose, c'est du coup de vous laisser la parole pour poser des questions si vous en avez et qu'on puisse passer sur une phase d'échange. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre ou à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole dans ce webinaire. Alors, je m'excuse, juste, je crois que j'ai eu des petits soucis de micro. J'espère que j'avais pas vu qu'il y avait des messages qui étaient partis. J'espère que ça n'a pas été trop impactant pendant la présentation. Pas de questions, je crois que c'était très clair. On a été crystal clear. Ah, il y a une question pour toi. Les infos sur le Bluetooth. Alors, c'est NRF Connect. En fait, c'est une application qui est développée par Nordic Semiconductor, qui font les composants, électroniques qu'on connaît bien. Et donc, elle s'appelle, c'est NRF Connect. Voilà. Je t'en prie. Ok. Écoutez, si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'il va nous rester à tous vous remercier pour votre présence. Merci pour vos remerciements dans le chat. Alors, j'ai juste une question. Constatez-vous plus de failles sur les devices 3G, 4G qu'en Wi-Fi? Non, pas forcément. En fait, la spécificité sur toutes les attaques matérielles, ça ne va pas trop rentrer en ligne de compte, la connectivité. Après, en fait, sur les devices, sur les réseaux mobiles, il y a une attaque IMSI Catcher là, qui marche assez bien. En gros, si on peut downgrader en 2G la connexion, on met ça dans une cage de Faraday avec un LED RF ou un KRF et on peut simuler un réseau mobile et intercepter les communications. Donc là, ça se fait assez bien et du coup, on peut. Des fois, en fait, ce que vont penser les développeurs, c'est que comme c'est du réseau mobile, c'est sécurisé, donc j'ai pas besoin de rajouter une surcouche de sécurité. Donc ça, c'est l'erreur qu'ils peuvent faire. Et du coup, si on peut faire le downgrade en 2G, on peut faire l'interception de communication. Voilà. Les erreurs aussi qu'on voit aussi, c'est sur les chipsets. Il y a des interfaces UART de debug qui sont laissées, qui ne sont pas fermées. Voilà. Ça, c'est aussi des failles de sécurité qu'on rencontre. Et sur la partie Wi-Fi, en fait, le problème, c'est que il y a moins de failles parce que les gens savent que c'est pas sécurisé, donc ils rajoutent du TLS pour chiffrer les communications en général. J'espère que ça répond.
à la question de Rodolphe. Ok, bah écoutez, merci à tous d'assister à cette présentation. On essaiera d'en faire d'autres plutôt à la rentrée, je pense. Voilà. Il nous reste à vous souhaiter une très bonne après-midi et à bientôt. Merci, au revoir.